Jeanne El Tahri, bonjour. Je suis très heureux d'avoir cette conversation avec toi dans les activités de Rose sur comment ils interrogent les périodes de colonisation et de décolonisation surtout. Et on a dans ce cadre-là cette discussion sur ton film Cuba, une odyssée africaine que déjà le public de Rose a vu. Donc, c'est intéressant d'avoir cette discussion en bonus sur le film pour qu'ils puissent encore avoir ta lecture du contexte du film et puis peut-être d'autres développements. Ma première question, c'est est-ce que tu peux revenir sur le contexte de ce film? Comment, autour de toi, tu es arrivé à réfléchir, à dire il me faut faire ce film sur la présence de Cuba en Afrique dans une période aussi historiquement chargée que la période de la guerre froide, depuis l'érection du mur de Berlin jusqu'à sa chute et la chute de l'Empire soviétique en même temps? Enfin, ce qui est intéressant, que mon film n'a pas du tout démarré comme ça. Mon film a démarré avec l'idée de guerre par procuration. Et moi, je voulais faire un film sur les révolutions africaines et comprendre comment ces guerres par procuration leur a affecté. Et donc, j'ai fait une année d'enquête et tous les documents étaient sur comment l'Afrique était un peu le terrain de bataille, mais il n'y avait aucun élément qui parlait de l'Afrique même. C'était toujours sur la guerre froide, les intérêts de l'Est et de l'Ouest et comment s'intégrer chaque mouvement de révolutionnaire d'un côté ou d'un autre. Et puis, il y a eu dans mon enquête presque une fausse note. Parce que moi, quand je démarre mon enquête, je fais une demande de déclassification des archives au-delà de 30 ans. Et parmi les documents qui me revient est un document d'écoute des Américains d'une conversation entre Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev juste avant le départ des Cubains au Congo. Et ce document m'a vraiment chamboulé parce que ça a démontré qu'il y avait des très, très mauvaises relations entre les Cubains et les Soviétiques. Et je n'arrivais pas à comprendre. Mais s'ils ont autant de mauvaises relations, surtout après comment on appelle le Bay of the Pigs. Oui, la baie des cochons, la crise des fusées. Les Soviétiques ont retiré les fusils sans poser la question aux Cubains et c'était vraiment dramatique. Bon, même pas un an plus tard, pourquoi les Cubains repartent avec les Soviétiques étant donné qu'ils avaient des mauvaises relations? Et j'ai démarré à poser cette question et les gens me regardaient comme si j'étais folle en me disant mais bah, je sais pas, peut-être ci, peut-être ça. Et je termine par décider d'aller à Cuba. Le seul élément que j'avais de certitude, c'est que tous les combattants avec le Che étaient des Noirs. Il avait 123 soldats, tous des Noirs. Mais comme leur nom était un peu chiffré en Swahili, 1, 2, 3, 4, 5, c'était impossible de les trouver. Et je suis allée dans un quartier à La Havane, près de La Havane, où c'était majoritairement noir. Je me suis dit, je tape aux portes, peut-être quelqu'un connaîtrait quelqu'un qui est parti à la guerre avec le Che. Et bon, pour faire court, j'ai trouvé quelqu'un. Et à partir de ces quelqu'un, j'ai retrouvé pas mal des soldats. Et ma question était toute bête et tout simple. Pourquoi Cuba est parti au Congo en sachant que les Soviétiques n'étaient pas d'accord et ils étaient en mauvaise relation? Et c'est au bout d'un moment où qui était le chef de bataillon à l'époque, me dit, mais je ne comprends pas votre question, comme les Soviétiques ne savaient pas qu'on était là. Et c'est là, tout d'un coup, où on se rend compte que tout ce qui est marqué dans les livres, c'est une perspective, et l'autre perspective qui est la parole de ce qui s'est vraiment passé, vu du côté de l'Afrique et des Cubains qui ont travaillé qu'avec les Africains, en fait, pas avec les Soviétiques ni avec quelqu'un d'autre,
n'a jamais été entendu. Donc c'est là où c'était vraiment un grand surprise pour moi, parce que je suis même tombée sur des notions comme l'internationalisme que j'avais jamais entendu, qu'on ne nous enseigne pas. Donc, en fait, on se retrouve avec tout un pan de l'histoire qui n'a jamais été écrit. Donc, voilà, il y a eu un reversement et c'est là où, en fait, le titre du film n'était pas Cuba, une odyssée africaine. Hein. Moi, mon titre avec lequel j'ai travaillé jusqu'au dernier moment, c'était Requiem pour la Révolution. Moi, le requiem, c'était une idée importante parce qu'un requiem, ce n'est pas juste un chant de mort, c'est un chant de se rappeler. C'est un requiem, il faut qu'on se rappelle de ça. Et pour moi, cette requiem était importante, mais bon, enfin, au moment de sortie, le compromis que j'ai dû faire, le grand compromis, c'était le titre du film, parce que si on regarde le film, c'est vraiment le film sur 3 révolutions africaines, un peu cousu par l'histoire cubaine, pas l'inverse. Et, et justement, est-ce que la manière dont tu as pris conscience que l'Afrique était devenue, avec cette implication de Cuba, un terrain, un champ de bataille d'une guerre par procuration, est-ce que les leaders de l'époque, en tout cas de ces trois révolutions en Afrique, comprenaient ça comme ça aussi? Non, c'est ça qui était intéressant. Par exemple, le CNL, qui était le mouvement de Lumumba, les Lumumbistes, toute l'histoire que le CNL avait le 3/4 de territoire et comment il se retrouve à la fin avec une toute petite pochette dans l'Est, c'est une histoire pas écrite, pas connue. Donc, pour moi, c'était, on disait à l'époque, oui, de toute façon, Kabila, il était là, il s'intéressait aux femmes, et quand le Tché arrive, il n'était même pas là. Et c'est là où mon enquête, pour comprendre pourquoi il n'était pas là. Et tout d'un coup, je me rends compte que toute l'histoire même de CNL, et toutes les alliances, tous les changements d'alliance, avec l'arrivée de Mobutu, la politique interne au Congo, et qu'est-ce qui se passait pendant cette période, c'est quelque chose qui n'est pas écrit et que j'ai dû comprendre moi-même pour raconter cette histoire. Donc, en fait, Kabila n'était pas au Congo à l'époque et le terrain se rétrécissait parce qu'il y a eu leur alliance majeure qui s'est retournée et qui est partie côté Mobutu, qui a complètement cassé le dos à cette révolte contre les Belges. Et il y avait une énorme réunion au Caire pour essayer de décider stratégiquement comment avancer dans la réunion. Donc, le fait que Kabila n'était pas là, bon, peut-être sans dire quoi que ce soit sur le personnage, mais cette réunion, c'est une réunion super importante, politiquement parlant, pour le Congo. Et c'est quelque chose jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai utilisé 2-3 phrases, mais cette réalité reste jour d'aujourd'hui pas très connue. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, je voulais que tu expliques ça un peu, c'est que cette présence de Cuba, des Russes et tout ça sur le terrain de la révolution au Congo notamment, a redéfini le jeu politique interne. Bien sûr, mais ça vient un peu plus tard parce que Cuba arrive, si je me rappelle bien, c'est avril 64, par là, et entre 60 et 64, le jeu interne était déjà entre les Américains et les Soviétiques, les Américains qui ont eu peur que Lumumba soit un communiste, qui n'était absolument pas le cas. Donc, ce jeu de la guerre froide a affecté à la fois la politique au Congo, bien sûr, et régionalement, parce que le Congo, avec ses 9 frontières, en fait, ça change toute la dynamique de la région, du continent. Et c'était la toute première fois qu'il y a eu un vrai jeu politique soviétique sur le continent. C'est-à-dire, la première fois qu'on envoie des armes en Afrique,
au sud, parce qu'on avait déjà envoyé des armes en Égypte, hein. Mais subsaharienne, je déteste ce mot, mais je l'utilise juste pour faciliter, c'était la toute première fois. Donc, ça a défini en même temps que ça faisait tourner le jeu politique interne et puis au-delà de l'Afrique, mais ça a aussi Fausser le jeu interne. Ça a faussé le jeu interne, mais en même temps, ça a permis à l'Union soviétique de se positionner d'une certaine façon, de définir une stratégie, de dire je vais intervenir parce que en mettant des armes. Il ne faut pas oublier que le Tché au Congo, c'est une histoire qui n'est sortie qu'en 1996. On oublie toujours ça. Maintenant, les gens parlent comme si on savait que le Tché était au Congo depuis toujours. C'est qu'en 1996, quand Kabila marche vers Kinshasa, Kisangani et Kinshasa, avant qu'ils prennent Kinshasa, que cette histoire est sortie. Et de 1960 à 1996, on ne savait même pas que le Tché était au Congo. Et pourquoi? Pourquoi selon toi? Je pense que pendant une période, c'était estimé comme une épopée négligeable, comme il n'y a pas eu de suite. Et puis le retour du même visage, du même personnage que tout le monde un peu craignait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on vient chercher Kabila pour être le visage de ce AFDL qui marchait, qui prenait le terrain, que Kabila était à la tête de ce AFDL, avait comme intention de se débarrasser de tous ces personnages collaborateurs. Et une vraie tentative de fin de cette période où les pères des indépendances qui ont travaillé avec le métropole, entre guillemets, devaient venir à sa fin. Donc, la deuxième raison que Kabila apparaît, on voulait aussi démontrer que ce Kabila, on le connaît depuis toujours, c'est quelqu'un d'inefficace, c'est un marionnette, et on avait la grande question de marionnette de qui? Oui. Donc, ces deux éléments en même temps, venus en 1996, et si on se rappelle, il y avait tout ce questionnement au moment de traverser de l'armée de l'AFDL de Uvira jusqu'à Kinshasa en bottes de pluie vert. Et la grande question, c'était qui les a fournis, ces bottes? C'est la grande question parce qu'on ne savait pas qui était derrière ça. Et pour diminuer l'impact ou bien mettre en question cette coalition, on ne voulait pas croire que c'était des Africains entre eux. Donc, je pense que l'histoire est sortie dans ce contexte-là parce que je sais de côté cubain, c'était la première fois qu'ils acceptent d'imprimer les notes. Il a été écrit en Tanzanie une fois qu'il était sorti au Congo. Ce n'était pas publié avant. D'accord. Alors, si on lit ce process dans le cadre de la décolonisation, parce que ce contexte des années 60 aussi, c'était au moment où on arrive aux indépendances, on essaie de définir une politique. Étant donné que cette présence du Cuba et l'entrée en jeu aussi de l'Union soviétique fausse un peu le jeu politique interne, est-ce qu'on peut dire que en faussant le jeu politique interne, ça a aussi stoppé le processus de décolonisation véritable, entre guillemets, qui avait eu déjà des problèmes avec l'assassinat de Lumumba? Est-ce que, en même temps que le jeu politique était faussé, on stoppait quelque part la décolonisation? Bien sûr, mais moi, à mon avis, tout ça s'est passé avant. C'est-à-dire, une fois ces gens-là arrivés au pouvoir, et ils étaient déjà dans un espèce de piège, parce que la vraie importance de l'Union soviétique, je vais parler de ça plutôt, et pareil pour les Américains, côté Savimbi et tout ça, parce que quand même, chacun avait ses mouvements de libération, mais bien sûr, le plus important était l'Union soviétique, qui soutenait les mouvements de libération bien avant l'indépendance. Sinon, la lutte armée, si vous voulez, ne pouvait pas exister. Donc, déjà en arrivant au pouvoir, cette relation
a été faussé. Il revient à Nasser parce que dans ce sens-là, c'est vrai qu'on veut toujours séparer le continent, mais je pense que c'est une très mauvaise idée parce que les liens se restructurent à partir de là. Parce que dans les années 54 et quand Nasser fait le deal des armes tchèques, c'est la première alliance d'armes avec le continent. Et la plupart des mouvements de révolution sont soutenus à travers l'Égypte et l'Algérie vers le sud du continent. Et c'est pour ça les Sud-Africains, les Angolais, les Mozambicains, tout le monde a été entraîné en Algérie. Et c'est pour ça qu'Amilcar Cabral appelle l'Algérie la Mecque de la révolution. La Mecque des révolutionnaires, oui. Donc, tout ça est lié. Et en fait, la vraie question, c'est, pour moi, c'est comment ces pères fondateurs des indépendances envisageaient l'avenir. Justement, c'est ça la question qui ont obtenu l'indépendance. Justement, c'est ça. Et justement, et c'est pour ça que je reviens à Nasser, parce que Nasser avait une vraie vision différente et un peu loin des soviétiques quand il arrive au pouvoir. Et il y a même dans les mémoires de Khrouchtchev une passage très intéressante où il disait, bon, le socialisme différent à la Tito, on l'a bien compris, ça ne nous plaît pas trop, mais bon, on peut vivre avec, mais celui de Nasser, on ne comprend rien. Comme ils avaient vraiment besoin d'avoir une alliée sur le continent, ils ont accepté. Et c'est en 67 et la guerre qui a complètement arrêté et cassé la vision de développement local, panafricaine, avec un vrai regard vers le sud, comme comment dire ça, the natural depth. Et ça part en miettes une fois que la guerre de 67 a complètement cassé le dos de l'Égypte et toutes les relations, tous les accords, il y avait des accords déjà signés avec le Mali, avec la Guinée, de partout. Donc, il y avait une vraie vision comment on peut avancer. Donc, on vient en 65 où à peine la vision de développement et de l'avenir commence vers le sud, et pareil, avec le Ghana, il ne faut pas oublier l'année 66. 66, le coup d'État contre le coup d'État, le départ, c'est-à-dire il y a eu très, très, très vite. Je suis désolée d'entrer dans des détails politiques. Donc, parce qu'en 58, tu as déjà en Guinée, quand on dit non. Au général de Gaulle. Au général de Gaulle, Sékou Touré et la Guinée disent non. Et tous ces liens entre Nkrumah, Nasser et Sékou Touré, avec un axe et avec la construction de l'OUA en 63, il y avait une vraie vision interafricaine de comment on va procéder. Donc, qu'est-ce qui se passe après 58? Vers 63-64, on fait l'histoire de fausse monnaie, on casse le dos de la Guinée. Il y a eu un autre événement en 63-64 avec l'invasion portugaise là, en Guinée. Oui. Voilà, qui rend Sékou Touré complètement parano intérieurement, donc il commence à regarder intérieurement. 66, il y a Nkrumah, il y a le coup d'État. Donc, très, très, très vite, avec les indépendances, il y a des éléments externes et internes liés à la guerre froide et liés à cette reconfiguration d'ordre mondial post-colonial que, à mon avis, termine ou bien coupe l'herbe sous le pied de la vision que les pères fondateurs africains avaient vraiment discuté, négocié, réfléchi ensemble.
Et en 67, c'est terminé. Enfin, l'espoir de tout ça reste, les paroles restent, et tout le mot qu'aujourd'hui devient monnaie courante, décolonisation, le mot reste, mais le contenu de comment envisager un vrai futur différent, culturellement, Politiquement, politiquement, économiquement, économiquement, on y est encore. Hein. on y est encore. On est resté sur les mots. Quand on entend les chefs d'État, les gens ils parlent de décolonisation, d'unité, de vision et tout, mais dans les faits, est-ce que ce sont ces événements-là, justement, qui ont plombé ce souci de définir une vision et de l'appliquer? On est encore dans ce questionnement du comment on fait pour sortir de ce guêpier-là, aujourd'hui encore, en 2020-2021. Je pense que le constat est fait. Et la meilleure preuve du problématique a été clarifiée d'une façon claire et nette avec l'Afrique du Sud, qui obtient, après tous ces mouvements, voilà, enfin, dernière décolonisation, fin de l'apartheid, sauf qu'ils acceptent en négociation de prendre le pouvoir politique et laisser le pouvoir économique. Et on voit aujourd'hui où on en est. Rien ne change une fois qu'on n'a pas le pouvoir économique. Et ce n'est pas pour rien que mon prochain film, que j'enquête depuis 3 ans aujourd'hui, essaye de regarder, je ne sais pas comment je vais le faire encore, hein, mais c'est lié à cette séparation entre le Nord et Sud et comment, très clairement, on fait intentionnelle séparation qui ne permet pas à l'échange économique, à la réflexion économique, de faire de ces terrains un vrai acquis. Et puis, le vrai problématique qui plombe surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, le franc CFA, Ouais. qui reste aujourd'hui imprimé en France. Et justement, on parlait tout à l'heure des monnaies déversées en Guinée, de la question économique, de comment se libérer politiquement, culturellement, économiquement. Il y a un événement aussi, c'est peut-être un petit pays, entre guillemets, mais l'événement de 1963, le coup d'État contre Sylvanus Olympio, qui a été décidé juste parce que Sylvanus Olympio a dit, nous allons nous aussi battre monnaie, on va quitter la zone franc CFA, c'est un élément, il y a beaucoup d'autres éléments économiques. Merci de le mentionner, parce que Sylvanus Olympio, c'est un des leaders de l'indépendance africaine qui est oublié, que personne ne reconnaît sur les photos, que personne ne se rend compte jusqu'à quel point c'était un vrai leader et un vrai génie, et il était cultivé, il avait une compréhension économique, politique tellement claire et lucide. Fondée sur une vision, une vraie vision. Et on s'est débarrassé de lui vite fait. Hein. C'est très drôle parce que dans cette enquête interminable, que j'arrête pas de retrouver de nouveaux éléments et des pans d'histoire que c'est vraiment des fois, on pose la question comment nous, on n'arrive pas à avoir ces informations. Enfin, mais même Laurent Gbagbo, des années plus tard, pareil pour Sankara. Chaque leader qui commence à prendre les affaires économiques vraiment au sérieux disparaît. Et justement, c'est pourquoi je prends, moi, l'angle à partir de Kadhafi. Oui, oui. Parce que Kadhafi a annoncé en 2010, pas 2020, il a annoncé, 2 mois avant son assassinat, que ça y est, ils ont commencé, ils ont fait déjà le prototype de dinar africain. Donc, bien sûr, c'est trop compliqué de dire que c'est que cet élément ou cet élément ou cet élément qui ont joué. Mais je pense
qu'on a un vrai problématique sur plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est la vision même de modernité que nos leaders voulaient implémenter. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de dire, avant de dire qu'on va être aussi moderne que vous, prenons un peu de temps de comprendre qu'est-ce que c'était la colonisation et quels sont les ponts qu'on va devoir relier avant de courir derrière cette même vision de modernité occidentale. Un. Et deuxièmement, c'est cette espèce de volonté, et en étant au plein milieu de la guerre froide, de cette incapacité de se partir ou bien sortir, exiter, to exit, ce plan international pour avoir un peu de temps de savoir, nous, maintenant, où est-ce qu'on va et comment on va faire. On s'est retrouvés au milieu de la guerre froide avec des alliances qui ne nous intéressaient pas, ne devaient pas nous intéresser à ce moment précis, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et dernièrement, la vérité, c'est on n'a pas excavé les fondements de la colonisation. On a tous reconstruit notre État futur sur le fondement de l'État colonial. Donc, c'est normal qu'on reste dans la même boucle. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on peut appeler l'archéologie de la colonisation, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui l'a amené, quels étaient ses fondements, et se rendre compte que ce n'est pas bon pour nous, et essayer de trouver une autre voie. On est resté sur, puisqu'on n'a pas compris, mais peut-être que aussi des éléments extérieurs font qu'on a été empêché de comprendre ça. Mais ce que tu viens de dire m'amène à la question de l'histoire, de l'importance de l'histoire et de tous ces documents, des archives qui sont dedans et qui, parce qu'on n'a pas cherché ou bien on nous a empêché de les avoir, on n'arrive pas à comprendre donc ce que renferme cette histoire-là et que si on ne comprend pas l'histoire, les éléments, on ne peut pas définir une nouvelle vision et puis se projeter. Ça, c'est l'importance même de... Un film comme Cuba ou un film comme l'Arabie ou les films que je fais, je pars avec des problèmes d'avance, en sachant qu'a priori, je ne vais rien trouver. Mais je suis absolument convaincue qu'il reste. On ne peut pas nous enlever notre histoire. Moi, je suis une grande fan de l'image manquante. L'élément du puzzle, voilà. L'élément du puzzle qui manque. Voilà. Et on trouvera toujours un archive. Mais l'archive qu'on trouve est toujours, il a deux côtés. Un, il nous a été laissé parce que quelqu'un a décidé de le filmer ou de l'écrire. Quelles étaient leurs intentions? C'est une vraie question. Parce que pas chaque archive nous dit une vérité ou nous dit tout ce qui reste, ou bien ce qui s'est passé vraiment. Je vais partir loin pour ne pas faire des problèmes, quand les archives de Pinochet ressurgissent dans 50 ans, c'est la parole de Pinochet qui nous revient. Mais est-ce que c'est celle-là qu'on doit intégrer comme une vérité de notre histoire? Non, il faut la questionner aussi. Et là, l'idée de l'image manquante, c'est-à-dire à côté de ces images de Pinochet, qu'est-ce qu'il y avait autour de laquelle on ne nous a pas parlé? Et ça, c'est notre travail. Et chaque génération a un vrai devoir de dire, OK, ça nous reste officiellement. Et ça, c'est les paroles de Kojo Eshun que j'adore. Il fait la distinction entre histoire et mémoire. L'histoire et les documents officiels qui restent, et mémoire, c'est la mémoire non officielle de ces mêmes moments qui nous ont été légués.
Et notre travail, c'est de comment harmoniser les deux. Et je pense aussi que nous, en tant qu'Africains, la mémoire orale est super présente. Moi, je me Ouais, rappelle absolument. une fois que toi, toi-même, tu m'as raconté l'histoire que j'ai enregistrée d'ailleurs, l'histoire de l'Empire mandingue telle que ta Ouais, grand-mère t'a légué. Donc, chacun de ouais, nous a légué une partie de l'histoire. ouais, Nos archives, on ne nous donne pas accès pour plusieurs raisons, pas parce qu'ils veulent qu'on reste dans l'ignorance, parce que c'est pas trié, parce qu'on n'a pas fait l'effort de les loguer, parce que c'est ouais. un tel bordel qu'on ne sait même plus quoi faire. Tu sais que quand j'ai fait un autre film qui s'appelle L'Afrique en morceaux, la tragédie des Grands Lacs, Les Grands j'ai Lacs, ouais. dû loguer des archives au Congo avec mes propres mains. Mais ça, c'est un travail qui m'a pris des mois et des mois. Si je n'étais pas prête à faire ce travail qui n'a rien à voir avec mon film, j'aurais jamais trouvé les images pour mon film. Ouais, ouais. On a un vrai gros chantier, et d'ailleurs, c'est un bon moment de l'annoncer. Le programme d'archives que je vais démarrer avec VoxBlocks vient de gagner un financement, et c'est un travail sur l'archive. Comment trouver Ouais. les archives locaux? Comment interpréter les archives? Comment les contextualiser? Comment les réutiliser, pas seulement pour se rappeler d'hier. Parce que pourquoi on se rappelle d'hier? Parce que c'est important pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ouais. Les maillons manquants sont importants pour qu'on continue et qu'on avance dans notre avenir sans tomber dans des pièges. Donc Ouais. avec ce programme qui démarre au Sénégal d'ailleurs, c'est un vrai travail, pas sur seulement les images d'archives qui bougent, qui sera au cœur du programme, mais les enregistrements. On oublie toujours que le son, les enregistrements, même si on a brûlé l'image, des fois on trouve le son. Ouais, le son est là. Le petit bout de document qui a changé la réalité de mon film, c'était un télégramme de 4 lignes. Chaque bout de mémoire, je pense, est important pour chaque génération de questionner et reconstituer sa compréhension de notre avenir et notre histoire. Donc, se retrouver avec des archives qu'on a trouvées et ne pas se dire que oui, j'ai trouvé, là j'ai compris, non, se dire toujours quelque part que ça ne peut pas être ça, il y a un chaînon manquant que peut-être moi je vais trouver ou peut-être la génération d'après va trouver, continuer à interroger. Absolument, Voilà. absolument. Et quand je dis réinterpréter, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait le décret Laval. Oui, oui. Décret Laval de 1934. Donc, Oui. toute image prise en colonie française de 1934 jusqu'à 1963 ou 4, je ne me rappelle plus, est prise et vue de perspective française, comme le décret Laval interdisait les indigènes de porter une caméra, de faire l'image de eux-mêmes et de transmettre leurs paroles en direct. Donc, quand je dis réinterpréter, ça veut dire même les archives qu'on trouve, on doit les questionner. On doit les questionner. On doit les questionner. Qui les a prises? Quelle était son intention? Avec quel intérêt il les a pris, ces archives? Et peut-être pourquoi c'est ça qu'il a pris et pas autre chose. Et pas l'événement juste à côté. Et Tu pas sais, l'événement jusqu'à côté, ou bien faire le link entre ce qu'il a pris et ce qui se passe peut-être loin ailleurs. Voilà. Voilà, tu sais, c'est m'est arrivé juste la semaine, il y a 2 semaines, il y avait, je marchais dans une manif, il y avait tous les caméras braquées sur le manif comme ça, et juste à côté du manif, même trottoir, hein,
Mhm. Il y avait une énorme bagarre autour d'un des drapeaux qui était levé. Et le vrai questionnement sur le manif n'était pas le manif, mais la discussion qui se passait à côté. Et Ouais. personne ne prenait les images. Et c'est là où je me suis dit, bon, parce que je suis obsédée des archives, je me suis dit, le fait qu'aucun des caméramans prend ça, c'est déjà en train de fausser l'histoire Oui, de cette manif. oui, oui, oui. Parce que s'il n'y avait pas la manif, il n'y aurait pas cet Voilà. événement qu'on juge peut-être accessoire, mais qui a Mais son qui est sens au fond de la discussion qui est au fond de la discussion. Parce que celui et qui qui a nous amené démontre, et qui nous démontre quels étaient les débats autour de cet événement. Exactement, Et nous, on se exactement. retrouve avec les archives, avec une voix unique, une image qui Oui, a dit c'était comme ça. ouais, Et ouais. à nous de construire quelles étaient les voix autour de cette image. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas excavé le fondement de la colonisation, moi j'ai toujours l'image dans ma tête de la construction d'une maison. Quand on construit Mhm, une maison, on doit faire un trou très profond pour mettre les piliers sur lesquels on va construire cette maison. mhm. Okay? Après, on commence à construire. Mais le fondement nous oblige que ça va être 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, Un étage, 2 étages. un étage de 2 étages. Si Mhm, on ne revient pas au fondement pour remettre des piliers qui nous intéressent, pour changer la configuration de comment on va le construire, cette maison, mhm, mhm. on restera toujours avec soit les 3 chambres et les 2 étages toute notre vie, Toute parce que notre le vie. fondement ne changera pas. Et pour moi, réinterpréter ces archives Mhm, est un premier pas vers remettant de piliers qui nous intéressent, sur lesquels on peut construire nous aussi. mhm. Alors, on arrive au bout de notre... c'est très, très intéressant, il y a beaucoup de sujets. Mais je reviens au film pour la dernière question. On parle de réinterpréter les choses, les lire avec l'œil d'aujourd'hui, avec d'autres perspectives. Comment tu réinterprètes toi-même ton film aujourd'hui avec tout ça? Très Comment, quand tu intéressant. le revois ou quand tu entends les gens en parler Moi, ou moi quand tu vois... en général, j'ai du mal à regarder mes films parce que je suis jamais satisfaite, parce que chaque film, le premier coupe fait entre 7 et 8 heures et le film même de 2 ou 3 heures n'est Ouais. jamais satisfaisant. Donc, Mhm. c'est déjà un élément. Deuxième élément, c'est vrai qu'avec le temps, tu regardes, comment dire, à la fois, je suis contente de l'avoir fait et comme une première brique dans une discussion où d'autres peuvent construire, critiquer, réinterpréter, faire ce qu'on veut. D'ailleurs, Mhm. j'ai trouvé très intéressant avec un de mes autres films, enfin, l'Afrique en morceaux, j'ai eu une demande d'un artiste congolais, David Songo, qui me dit, ton film pour moi est très important, mais j'ai envie de le revisiter de mon point de vue de Congolais d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé Oui, ça magnifique. c'est Hein? génial, oui. Mhm. Et en même temps, on tombe dans les pièges coloniaux. Pourquoi? Parce que les droits des archives, qui ne sont pas des droits des archives locaux, je ne peux pas les redonner à utiliser si je ne rachète pas encore une fois des archives coloniales. C'est un truc qui va me coûter à peu près 75 000 euros pour lui Mhm. dire oui, réinterprète ton histoire, que je trouve absolument géniale comme procédure. Mhm. Et c'est là où on a besoin de vraiment tout ce programme d'archives qui s'appelle People's Stories,
past and present. C'est pour ça c'est important. Parce que pourquoi moi je dois retourner, repayer des milliers d'euros que j'ai déjà payé une première fois aux archives coloniales, que je dois encore une fois repayer pour qu'un Congolais réinterprète son propre histoire. Parce que justement, ces archives, quand tu les achetais une première fois pour ton film, c'était pour le film. Après le film, si tu veux les utiliser ou toi-même ou une autre personne Je les repaye utiliser, tout. the same process, c'est Je repartir repaye les deux. tout. Voilà, tu remets tout. Donc, l'idée qu'il faut d'abord trouver nos propres archives pour qu'on n'ait pas Un, et les deux, chercher. réclamer le Oui, droit d'utiliser gratuitement gratuitement. tout ce qui nous concerne, gratuitement ou bien avec un prix. Il faut reconnaître que les archives ont besoin d'être Conserver. conservées et maintenues. Ouais. Donc, je n'ai rien contre de payer 2, 3, 400 dollars pour une minute d'archive. Mais aujourd'hui, une minute d'archive monte à 3 et 4 000 euros la minute, qui n'est pas possible. Ouais. Donc, se battre pour nos droits d'utiliser, avoir accès, ça fait partie d'un discours de restitution, exactement comme le discours de restitution des icônes. Ouais. Donc, et ça, c'est quelque chose auquel je vais me battre. Viens, trouve les gens pour nous rejoindre à ces travaux. On va démarrer d'ailleurs avec RAW comme partenaire. Et avec plusieurs institutions locales comme partenaires, comme Yenenga, comme Kenu, comme le FOPICA et toi-même d'ailleurs. Il faut qu'on travaille ensemble. Parce que ça n'appartient à personne. Pouvoir travailler sur ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, l'année prochaine ou 5 ans. C'est le démarrage pour des générations. Pour des générations. Et que les générations dans 25, 30 ou 50 ans ou 100 ans n'aient pas le même problème que nous avons eu là. Comme dirait le Tché, rien est impossible, mais on a droit à l'échec. Mais au moins, on aura essayé. Et juste parce que je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, maintenant que je regarde ce film, je suis contente de l'avoir fait. Ce qui est important à savoir sur ce film, que moi, je traçais une seule histoire. Et de confondre ça avec les grandes histoires est problématique. Et d'ailleurs, je me rappelle quand il y a un des Cubains qui a dit « Bon, tu vas faire un sequel sur Cuba. » J'ai dit là, crois-moi, ça ne sera pas la même histoire. Parce que ce film parle que de Cuba en Afrique. Ça ne parle pas de Cuba à Cuba. Exactement. C'est toute une autre histoire. Et je pense que garder les films dans leur contexte est très important. Maintenant, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Je pense que s'il y avait l'espace de montrer un film de 5-6 heures, les nuances et les questionnements auraient été très différents. Aurait été très, très différent. Mais je suis contente que ce film existe et je pense que chacun, avec la connaissance, c'est-à-dire un exemple, petit exemple, quand le film a été montré en Afrique du Sud, je ne sais pas, en 2017 ou un truc comme ça, donc le film était terminé il y a longtemps. Un des personnages que j'ai tout fait pour essayer d'interviewer, enfin, j'ai passé des heures et des jours et des jours et des semaines à le poursuivre, c'est Dos Santos, et je n'ai jamais réussi. Mais Dos Santos, le président, que j'ai tout fait, j'ai passé des semaines dans son bureau avec une promesse non-stop que j'allais l'avoir et je ne l'ai jamais eu. Et
4 ans après la sortie de film, je reçois un coup de fil en disant, bon, il a vu le film, il veut bien donner l'interview. Oh, the game is over. The game is over. Yeah. The game is over for me. Mais est-ce que Oui, le game is over pour quelqu'un d'autre? Non. exactement, parce qu'il peut Voilà. être dans C'est un pour autre... ça, c'est pour ça qu'il faut voir, d'ailleurs, tous mes films, hein, qu'un seul maillon d'un début de conversation que les autres doivent continuer. Ce n'est pas à moi de terminer cette conversation. Moi, je l'ai démarré. Exactement. Aux autres de le prendre, même de la déjecter. Ce n'est pas grave. Mais la conversation est sur la table. Oui, mettre ça sur la table. Diane, c'était très, très intéressant, cette conversation-là. Mais je ne vais pas finir sans une toute dernière question, une toute petite question. Régulièrement, Cuba est toujours en Afrique. Par exemple, quand il y a les pandémies, Ebola, avec les médecins et tout ça. Est-ce qu'on peut lire derrière ça un lien avec cette présence pendant la guerre froide? Est-ce que c'est la période de la guerre froide qui a posé les bases pour que chaque fois qu'il y a un problème, surtout un problème de santé, que Cuba vienne... Moi je sais que tu as envie que je remette tout à la guerre froide, mais je ne vais pas le faire. Non, je parle juste de la période. Non, je parle juste de la période. Mais la période des indépendances vient pendant la guerre froide, donc on n'y peut rien. Mais je pense qu'au niveau de Cuba, il ne faut pas oublier que Cuba a eu son indépendance en 1959. Donc, ils sont issus de la même réalité que l'Afrique. Absolument. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier le tricontinental de 66, où il y a Cuba, idéologiquement, de le départ. D'ailleurs, je pense que c'est le seul pays, peut-être avec l'Iran, qui sont allés excaver le fondement du passé et remis idéologiquement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est autre chose, et idéologiquement des fondements nouvelles à leur avenir. Et à Cuba, en 66, le tricontinental était une vraie vision, et je pense que quelqu'un me le dit dans le film, l'internationalisme, la vision de solidarité des pauvres était une vraie discours jusqu'aujourd'hui des Cubains. C'est pour ça les médecins partout, je pense qu'il me le dit un des Cubains dans le film, il dit on a remplacé les armes par les médecins. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique du Sud récemment, il y a un endroit au fin fond du diable où il y a 60 médecins cubains encore en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc, et on n'entend pas parler d'eux. Ils ne jouent pas la jeu de visibilité. Donc, je pense que, bien sûr, la guerre froide, parce que c'était la période, mais le fait que la réalité post-coloniale des Cubains est du même temps et du même nature que celui de l'Afrique, et la vision collective des années 60, le tricontinental, tous nos pères fondateurs, ils y étaient, hein. Ils y étaient, le discours de Cabral au tricontinental est un discours fondateur. Oui, très fort, très fort. Donc, je pense que les liens vont au-delà de juste les enjeux de la guerre froide de l'époque et tout ça, ça va au-delà. C'est pas géostratégique. Ça va au-delà d'une vraie volonté de solidarité et de communalité qui peuvent créer de ponts d'avenir. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Jihan. Merci. Je suis très heureux d'avoir eu cette conversation avec toi dans le cadre des programmes merci à Raw Material, merci à vous tous. Voilà. Et la prochaine fois, ça va être en présentiel. Allez, au revoir.